Alors dans cette vidéo, nous allons étudier la relation salariale. Alors pour l'analyse néoclassique du marché du travail, on a dit que le salaire était simplement le fruit de la confrontation entre d'un côté les offreurs de travail, autrement dit les ménages, et d'un autre côté les demandeurs de travail, autrement dit les entreprises. La confrontation de l'un et de l'autre permettait d'obtenir ce que le néoclassique appelle le salaire d'équilibre. Le problème, c'est que dans les faits, le salaire n'a pas uniquement cette dimension-là. Le salaire a une dimension économique. Il va permettre de consommer, et il est également d'ailleurs source d'inégalités d'ordre économique. Le salaire a une dimension symbolique, il va conférer aux individus un certain statut social. Le salaire a une dimension sociale également. Il peut être source de conflits sociaux, il participe globalement à la redistribution en accordant aux individus des droits sociaux, autrement dit, complémentairement au salaire net, les individus doivent s'acquitter, doivent verser des cotisations sociales, plus quelques impôts, type CSG, RDS, qui vont leur permettre d'être couverts en cas de risques sociaux, maladie, vieillesse, accident du travail, chômage, etc. Le salaire a également une dimension politique. Son évolution constitue un véritable enjeu politique. Par exemple, le fait d'établir les grilles des traitements des fonctionnaires, le fait de définir le niveau du salaire minimum, le SMIC en France. Donc en fait, on voit bien que la relation salariale, certes, dépend, comme l'ont précisé les analystes néoclassiques, de la confrontation de l'offre et de la demande, mais à côté de cela, il y a une dimension pluridimensionnelle, économique, symbolique, sociale, politique, qui fait que il va falloir également que les pouvoirs publics interviennent. Ils vont intervenir, par exemple, par le biais des contrats de travail, en établissant un salaire minimum, en définissant le temps de travail. D'ailleurs, Robert Castel a mis en avant la propriété sociale, c'est le fait que le salaire va conférer des droits sociaux. Autrement dit, comme on l'a expliqué dans la dimension sociale il y a quelques minutes, le fait d'avoir un travail va permettre aux individus d'être couverts en cas de risques sociaux donnés. Donc, bénéficier d'un salaire, c'est pas juste percevoir de l'argent. En réalité, c'est beaucoup plus. On a le salaire qu'on perçoit à l'instant T, et on aura le salaire différé que l'on pourra percevoir en T+1, par exemple, lorsque l'on arrivera à l'âge de la retraite. Mais il y a également les partenaires sociaux qui vont intervenir, autrement dit les syndicats de salariés et les principales organisations patronales qui vont effectuer des négociations, quelquefois aboutir bien évidemment à certaines conventions collectives. Donc on voit que la relation salariale n'est pas exclusivement le fruit de la confrontation de l'offre et de la demande, conformément à l'analyse néoclassique, mais que le fait qu'elle soit pluridimensionnelle nécessite l'intervention conjointe des pouvoirs publics, mais également des partenaires sociaux, ce que nous allons voir dans le détail. Alors la relation salariale donc va nécessiter l'intervention des pouvoirs publics, elle est encadrée par la loi. Par exemple, c'est la loi qui va définir, qui va fixer, qui va revaloriser le niveau du salaire minimum. Le salaire minimum, on le rappelle, c'est un prix, c'est un salaire plancher. Autrement dit, on ne peut pas être rémunéré en dessous de celui-ci. Il est fixé et il est revalorisé chaque année par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui va dire de combien il va l'augmenter. Le salaire minimum constitue ce que l'on appelle une rigidité à la baisse pour les salariés les moins qualifiés. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, c'est une protection, puisque c'est un salaire en dessous duquel on ne peut pas être payé, bien évidemment. Donc ça remet en cause les mécanismes de marché, la flexibilité à la baisse sur le marché du travail. Deuxièmement, percevoir un salaire, c'est également percevoir des droits sociaux. Cela se fait par le biais de la protection sociale qui correspond à l'ensemble des institutions et des mécanismes de solidarité qui vont permettre aux individus de faire face à des risques sociaux. Donc les individus seront protégés dans un certain nombre de circonstances, la maladie, le chômage, l'accident du travail, la vieillesse, etc. De la même manière, l'intervention des pouvoirs publics va nécessiter la mise en place d'un contrat de travail. Alors c'est vrai qu'il y a des cas particuliers où il n'est pas obligatoire, si vous embauchez quelqu'un en CDI à temps plein et que les conventions collectives évidemment, qui sont rattachés à cet emploi n'obligent pas à de faire un contrat par écrit, mais dans l'écrasante majorité des cas, il y aura un contrat de travail écrit qui sera passé entre l'employeur et le salarié qui va définir les droits et les obligations de chacun, ce que devra faire le salarié, combien il sera payé, combien de temps va durer son contrat, etc., etc. Alors donc, la relation salariale nécessite l'intervention des pouvoirs publics, et elle va également, bien évidemment, les pouvoirs publics vont également intervenir, par exemple, au niveau de la fixation ainsi que l'évolution du traitement des fonctionnaires. Le traitement des fonctionnaires, c'est le salaire que perçoivent les fonctionnaires, tout simplement.
par exemple, ce sont les pouvoirs publics qui vont mettre en place les grilles des indices, où sont précisés le grade, l'échelon, le traitement, la durée dans l'échelon, etc., etc. Autrement dit, on voit que le montant que perçoit un fonctionnaire à la fin du mois n'est pas du tout le fruit de la confrontation de l'offre de travail et de la demande de travail. C'est juste où est-ce qu'il se situe dans une grille et dans quelle grille il se situe. À partir de cela, il saura exactement combien il va être payé. Il pourra même anticiper, dans 3 ans je devrais être payé à tel niveau, dans 6 ans à tel autre, etc., etc., sous réserve qu'il n'y ait pas entre-temps de revalorisation, bien évidemment, de la grille indiciaire décidée par les pouvoirs publics. De la même manière, ce sont les pouvoirs publics qui vont définir les conditions et le temps de travail. Alors, il faut savoir qu'au XIXe siècle, les conditions de travail, c'était pas vraiment celles du XXIe. On travaillait tranquillement, enfin tranquillement entre guillemets, facilement 12 heures par jour, 80 heures dans la semaine. Le salaire, c'était pas un salaire qui était versé chaque mois, c'était proportionnellement à ce qu'on faisait en fait dans la journée. Et à 8-10 ans, on n'était pas sur les bancs de l'école. À 8-10 ans, on était déjà en train de travailler, bien évidemment. Bon, de nos jours, vous avez compris que c'était pas vraiment la même chose. Bien évidemment, c'est entre autres grâce aux pouvoirs publics qui vont petit à petit encadrer la relation salariale. Ils vont développer ce qu'on appelle le droit du travail. Le droit du travail, c'est quelque chose quand même qui est très très particulier, parce que normalement, dans le domaine du droit, il y a toujours une égalité en fait dans les deux parties qui interviennent. Le droit du travail considère en fait qu'il faut aider davantage le salarié parce qu'il est en position d'infériorité par rapport à l'employeur. D'ailleurs, afin d'être sûr que l'employeur, justement, respecte bien les règles du jeu, on a créé un corps particulier, le corps d'inspecteur du travail. Donc les pouvoirs publics vont intervenir, par exemple, en fixant la durée légale de travail, donc 35 heures depuis la fin des années 90 en France, en mettant en place des congés payés, donc 5 semaines depuis le début des années 80. Ils vont encadrer les conditions de travail, que ce soit en termes d'horaire de travail, de sécurité. Sécurité, ça peut être des équipements obligatoires si vous avez, par exemple, si vous exercez par exemple des professions qui sont potentiellement à risque sur des chantiers ou autres. Alors la relation salariale ne dépend pas seulement de l'intervention des pouvoirs publics, elle dépend également des négociations et des conventions collectives. Autrement dit, il va également falloir tenir compte de l'intervention des partenaires sociaux. Partenaires sociaux, donc on a dit que c'était les syndicats de salariés, donc les syndicats de salariés les plus connus, CGT, CFTT, TC, FO et compagnie, donc ils vont défendre les intérêts matériels et moraux des salariés, bien évidemment, ce sont les défenseurs des salariés, ouvriers, cadres, etc. Et face à eux, on aura les organisations patronales, donc la plus grande, la plus connue étant le MEDEF, on a également la CGPME, dans le secteur agricole, on aura la FNSEA, etc. Elles ont comme objectif de défendre, bien évidemment, les intérêts des patrons, en fait, les intérêts des entreprises. Elles interviennent à différents niveaux. Alors les partenaires sociaux vont intervenir dans le cadre des négociations et des conventions collectives, et quelquefois d'ailleurs, les partenaires sociaux vont devoir travailler main dans la main avec l'État, afin d'essayer justement de faire un petit peu avancer les choses au niveau du marché du travail. Dans ce cas, on parlera de négociations tripartites, parce qu'on a les deux partenaires sociaux traditionnels, plus les pouvoirs publics. Donc les partenaires sociaux vont intervenir dans le cadre des négociations collectives, alors qui peuvent porter dans plein de domaines. Ça peut être les salaires, ça peut être la durée du travail, l'organisation du travail, les conditions du travail, l'épargne salariale, etc., la formation, etc., etc. Si la négociation collective entre les partenaires sociaux est un succès, ça aboutit à ce qu'on appelle techniquement des conventions collectives. Alors des conventions collectives sont juste des textes de loi, en fait, des textes réglementaires plutôt, du droit du travail, qui vont définir chacun des statuts des employés d'une branche professionnelle. Alors les conventions collectives, tout leur intérêt par rapport au droit du travail. Le droit du travail touche tout le monde. Les conventions collectives ont comme intérêt de davantage tenir compte des particularités, des spécificités en fait de certaines branches, de certains métiers qui vont nécessiter des horaires spécifiques, compte tenu par exemple de leur pénibilité, de la dangerosité, etc. De la même manière, les conventions collectives vont, dans un certain nombre de cas, intervenir au niveau des salaires, en établissant ce que l'on appelle des minima conventionnels. Par exemple, dans certaines branches, on aura des grilles de qualification et de salaire. Donc une nouvelle fois, on voit bien que le salaire n'est pas spécifiquement le fruit de la confrontation entre l'offre de travail et la demande de travail, conformément à l'analyse néoclassique, mais que dans le cas présent, il va découler de négociations entre partenaires sociaux en l'occurrence.